Well, it's an honor to have you here. Thank you for coming. I think we have a first question. We can start immediately. Voilà. En français, vous traduisez? Oui, en français. Oui. Bonjour. D'abord, bravo. C'est un excellent film. Donc, bravo pour cet excellent film. Après le film, je me suis demandé si vous aviez une formation théâtrale, quelque chose comme ça. J'ai vu que vous étiez du Texas. Pas forcément une formation théâtrale, et on a l'impression à chaque fois de regarder des pièces de théâtre vraiment anglaises, avec un humour très anglais, une troupe de théâtre. Je me demandais d'où venaient toutes ces influences et pourquoi cette mise en scène qu'on adore. Voilà. Et à Monsieur Fiennes, bonjour. Et ça fait plaisir de vous voir chez Wes Anderson, et on espère vous revoir. Est-ce que vous allez retravailler avec lui? Et s'il vous plaît, oui. Yes, there are two questions. The first one is for you. He has the impression, he was wondering if you had an education in theater, because every one of your movies looks like a play. So he would like to know where, if you do, and otherwise, where does your influences come from? Okay, do we... I think so, because they're recording. Okay. Well, no, I don't have an education in the theater, I think the biggest influences for this film might be movies from the 30s made in Hollywood by Middle European emigres and set in places like Budapest and Warsaw and Prague and that sort of thing. I think that might be that might be the biggest one. Okay. And Rafe? Yeah. Oh, and your question is, it's really a pleasure to see you in a Wes Anderson movie. Are you thinking of working again with him? Please say yes. Well, if I get the invitation, I'd be very happy to work again. I had a wonderful time. It was fantastic. Alors là, Hint, hint. donc je vous traduis la réponse de Wes Anderson, et il dit que non, en fait il n'a pas de formation théâtrale, et peut-être que la plus grande et la plus importante influence là pour ce film, c'est probablement les films des années 30, les films hollywoodiens des années 30 qui étaient faits par des réalisateurs qui venaient d'Europe de l'Est et qui se passaient à Budapest ou à Prague. Donc voilà ce qu'il pourrait dire là-dessus. Et pour Ralph Fiennes, je pense que vous avez compris. Bien sûr, s'il est invité, il revient avec plaisir. Donc il fait une petite allusion, il a regardé Wes. Yeah, voilà, donc c'est vraiment une allusion qu'il veut faire. Tu as entendu? You know, the thing I don't know if I mentioned this to you ever, but Rafe and I met some years ago, and then we saw each other from time to time in different places and over the years. And in fact, the last movie I made, Moonrise Kingdom, I had a role that I was writing for you. In this movie, the part that Rafe plays, we wrote for him. All the other parts were written without any particular actors in mind, but this one part, we knew who we were hoping was going to say yes. With this other movie, I had written this part that ended up being cut out of the script. So it ended up being played by no one, but it was always Rafe's part, which I had never met, which luckily I didn't ever bring up at the time, because it's probably very annoying to say I've written you a part that we've cut out. But it was quite a good part. Yeah, it didn't quite make it to me, and it probably should have been there in retrospect. It was well, anyway, I won't go into it, but it would have been a good one. Alors, on a un petit secret que Wes nous révèle, c'est qu'en fait, ils se sont rencontrés il y a quelques années, et voilà, avec le temps, c'est vrai qu'il a toujours pensé à lui, et il nous dit que dans Moonrise Kingdom, il y avait un rôle qu'il aurait pu proposer à Ralph, mais après, le rôle a été supprimé, et il se voyait mal lui dire « Ah ben tu sais, j'avais un rôle pour toi, mais finalement, le rôle n'existe plus. » Donc voilà. Prochaine question, vous avez une? Le micro. Juste si on peut, peut-être s'il faut répondre avec les mots de tienne. Oui. Voilà. Donc une question pour les deux. Quelle est votre plus grande obsession quand vous êtes sur un plateau de tournage? Et pour Monsieur Anderson, comme je suis persuadée qu'il doit en avoir un paquet d'obsessions, quelle est celle qui l'agace et dont il aimerait se débarrasser?
So this is a question for both of you. What are your obsessions when you're on the set? And so the first one for you was, she says she's absolutely sure there are many things that you're obsessed with. Which is the one you'd like to get rid of? To get rid of, yes. Yeah. Well, you know, I think, is this working right? Okay. Les deux? Comme ça? Stereo. Yes. I think, well, I feel in preparing a movie, I work a bit obsessively. It's more careful. But when we're on the set and we're shooting, Ralph can respond to this what he thinks, but I feel it's much more. We work very, very quickly. We tend to do a lot of takes in very rapid succession, and it's a little more, not necessarily chaotic feeling, but it's just more about energy, and it's sort of handed over to the actors, and it just happens more spontaneously. So I don't feel like on the set I am particularly obsessing over anything. I'm more just sort of riding the wave a bit. But Ralph would probably have another perspective. You have to do both, apparently. Yeah. Okay. Well, I think we cross over a bit in this what you call obsession, and I kind of remember how particular you are in framing and in the detail, and I know that I have a bit of that sense of, people might call it control, but I know I have a bit of that myself. Funnily enough, when I'm on set, I'm forever, and Gustav really sort of, the role of Gustav emphasized my obsession, which is always to feel everything is in order, everything around me is in alignment. Wherever I'm sitting, my papers, my script, everything has to be sort of a bit precise. And also, I'm afraid I couldn't help, always, I had to check my bow tie was completely straight, that my hair was perfect, everything about everything. But it was, that then becomes a tension, as it were, a creative tension, with wanting then to enjoy the anarchy or the creative mess of you asking for different things, different variations, and then I kind of like it, like I feel I'm released from this control freakery by Wes, and I think you enjoy it too, Yeah. because you like to sort of push it, and there's a sort, I think that we have I sense that we have a shared thing in creating the order, which we then want to dare to sort of push around. Yes. I think that's exactly right. Certainly, if we had photographs of both of our workspaces, we would probably see some similarities in the right angles and the neatness of it. But definitely the set has an anarchy that feels like it upsets some people because everything is sort of so planned, and then all of a sudden we're doing something different, and but I think we're drawn to it. Yes, I love the sense of that one creates a very almost hyper-controlled environment, which maybe reflects your headspace, and then somehow you're given permission, or you'll give yourself permission to go a bit mad with it, Yeah. and then pull it back again. And there's a sort of tension. Yeah. That's what I liked in our process. Great. Good. We dropped one of the microphones along the way. Alors, en fait, Wes nous dit d'abord que quand il prépare son film, il travaille de manière très obsessionnelle, probablement extrêmement minutieuse. Et au moment de tourner, le travail se fait rapidement, il y a énormément de prises, il y a peut-être un sentiment de chaos, il y a énormément d'énergie sur le plateau, mais là il a l'impression qu'il passe un peu le relais aux acteurs. Donc il ne se sent pas vraiment comme quelqu'un d'obsédé sur le plateau, il se laisse vraiment surfer et être pris par la vague.
Et Ralph nous dit qu'en fait, il pense que tous les deux se rejoignent un peu là-dessus. Tous les deux ont aussi leurs obsessions. Lui aussi adore le détail du cadre, que ce soit bien fait. Il a un peu ce sentiment de vouloir tout contrôler. Il l'a aussi, mais en plateau, il dit que d'abord son rôle, oui, Monsieur Gustave était quelqu'un d'extrêmement minutieux. Et ça a augmenté probablement ce sentiment d'obsession et de contrôle qu'il a. Il fallait que tout soit en ordre, que tout soit très précis. Il vérifiait tout le temps pendant le tournage que ce nœud, il passait son temps à replacer son nœud papillon, à voir si ses cheveux étaient bien peignés ou pas. Mais en fait, il dit que c'est une sorte d'anarchie qui est très créatrice et c'est quelque chose de plutôt positif. Wes, naturellement, a beaucoup d'exigences, mais il aime ça. Et quelque part, il a senti que ça libérait peut-être sa propre obsession, le fait d'avoir l'obsession et ce besoin de contrôle de Wes. Et en fait, il dit, quand on a tout préparé, quand on a tout contrôlé, et après, sur le plateau, on peut bousculer les choses, on peut essayer de sortir un peu de cet ordre, puis quand on est trop sorti, on le rattrape. Donc, ça donne en fait beaucoup plus de liberté. Et donc Wes nous disait que si en fait il y avait des photos de leurs espaces de travail respectifs, ils seraient probablement très, très similaires parce que tout serait bien en ordre, tout serait bien contrôlé. Alors il dit qu'il y a ce sentiment d'anarchie sur le plateau qui peut peut-être embêter certains parce qu'on finit par changer un tas de choses, mais ça les attire, ils aiment beaucoup ça. Ils aiment en fait, et je pense que c'est Ralph qui disait, on crée cet environnement extrêmement contrôlé, c'est comme si on reproduisait l'espace qu'on a dans le cerveau, dans le crâne, qui vous donne après la liberté d'agir. Oui. Ah, pardon, le micro est allé derrière. En allant dans ce sens-là, moi j'ai l'impression que ce qui lance ces personnages dans cette course, c'est le hasard. Est-ce que je me trompe ou pas là-dessus? Et deuxième question qui va aussi dans ce sens-là, et j'ai l'impression aussi qu'ils vont de cause en effet, c'est-à-dire d'actes qui enchaînent d'autres actions et ainsi de suite. Alors vous dites que le hasard, c'est ce qui semble... prédomine à ce qui va les lancer dans la course. Okay. Et ensuite, ils sont enchaînés par un tas d'actes et d'actions qui ne font que rouler. Okay, so I think this is a very good conclusion of what you said about control, because he says that his impression is that things happen just by chance, and one thing leading to another on set. So how do you feel? That things happen, that what starts, what gives the impulse of the whole action is nearly something that happens by chance. In the story? In the onset, yeah. Once you start shooting, and probably in the story, yes, you get the impression that things just seems to happen and pop up just on the spot. Yes, interesting. I'm not totally sure if I understand. Do you get it? On comprend pas comment les sortent du hasard. Est-ce que c'est... Par exemple, quand ils vont voler le tableau, rien n'est prédestiné à voler le tableau, c'est le hasard qui va les lancer à voler, qui va enchaîner tout le reste. Quand ils vont voler le tableau, on a le sentiment que c'est le hasard qui les a... Okay, for example, when they go and steal the painting, he has the impression, the feeling that it's really just by chance just happened, and they just go and get they want to steal it. It's just as if they just got the idea, just right there that, oh, let's go and steal the painting. Yes, yes. Well, I think those characters, they get the idea right there, but it's because in the scene before, he's left the painting, he's told that he's to inherit the painting, and then they go up to look at it, and then in that moment, the lobby boy, Zero, decides he should steal it, and he understands what he means. So it is a spontaneous decision, but My feeling is that what he's saying, and I think it's in reply to what you said, because of this control, because everything is so minute in the way you write it, you still give the impression that things seems to happen naturally and spontaneously on set. Of course you've written it, but the way it is, the way we see it on screen and the way they played it, is just like, oh, let's go and do it. Well, I have an idea for what that could be. I think, one thing in particular is this character is quite a sort of theatrical, maybe flamboyant sort of person, but Ralph's
approach to playing, I would say, I'm speaking for Ralph, I mean Ralph can respond to himself, but it's to make the person, I mean the thing he was saying as we prepared it was, he wants to feel like a real person, he needs to feel like a real person, all this purple, all the stuff, he still needs to be a man, and feel it, you know, and know it. So I bet that has, maybe that feeling is really, it comes from him. But also I think that what I remember is that you create, having prepared everything so precisely, you also create this energy of forward movement, and especially in scenes like the stealing of the painting, or when we're sitting back in the kitchen after being punched on the nose, and Zero says, "Can I look at it?" I don't see why not. I mean, you pushed us for sort of speed, but also that speed is about a spontaneity of thinking. Yes. So I think the way you create the sort of, I mean, it seems in hindsight, although sometimes I remember I thought this is so fast, but I can see absolutely now it's something very basic, simply by going faster often, and actors thinking faster and speaking faster, it's actually closer to how we are. Right. And if you do that over a number of takes, you get a bit heady. You get a bit like, you get a bit dizzy with the repetition, and I think that can release a real feeling of spontaneity, and it takes away from the actor their preparedness, which often is the thing that gets in their way. Alors, donc il a essayé de comprendre un peu ce que vous vouliez dire par là. Moi, je trouve que c'était vraiment en conséquence de ce qui avait été dit avant, de par tout ce contrôle qui est fait. Il y a une chose qui est libérée pendant le tournage. Alors, il dit par exemple la scène avant le vol du tableau. Gustave apprend qu'il est l'héritier du tableau. Ils vont pour voir le tableau, et c'est là où Zero a il dit tiens, pourquoi on ne le volerait pas? Donc c'est un peu une sorte de réaction spontanée. Et Wes a ajouté que ce personnage-là, Gustave, est extrêmement théâtral, il est très flamboyant, et l'approche aussi de l'acteur, de son personnage, il avait besoin de sentir que c'était un personnage réel, une vraie personne. Donc il a vraiment investi son personnage. Et là, Ralph nous dit qu'en fait, de par la préparation très minutieuse de Wes, de tout ce travail de préparation, il y a une sorte de mouvement en avant, ce qui explique voilà, ce sentiment qu'on a au moment du vol. Il pousse ses acteurs justement dans cette vitesse, donc dans cette énorme vitesse qui se passe pendant le tournage, parce que tout va très vite, libère une spontanéité chez les acteurs, et cette manière donc il a de créer, il se rapproche tellement de ce que eux sont, ces acteurs, de leurs personnages, et tellement de vitesse et de spontanéité finit par les étourdir. Ils sont dans une sorte de spirale qui libère leur spontanéité et qui leur enlève, si vous voulez, la rigidité ou le carcan d'une préparation très longue. Le micro, voilà, je dois suivre le micro. Monsieur a une question, s'il vous plaît. Deux petites questions, comme mon collègue tout à l'heure, sur le personnage de Monsieur Gustave. Tout d'abord pour Ralph, est-ce que comment vous voyez ce personnage de Monsieur Gustave? How do you see this character? And pour Wes Anderson, est-ce que ce personnage de Monsieur Gustave, avec sa futilité, ce côté désuet, n'incarne pas quand même quelque chose d'assez profond, même face à la montée de la barbarie qui traverse tout le film? So the question first for Ralph, how do you see your character, Mr. Gustave? It's a hard one, this question, because often actors get asked how they see their role and how they might define it, and sometimes it's rather frustrating because you really hope that the audience should not have the actor's personal words, that in a way that the audience can interact with the character. I mean, I felt on the first, what I can say, I think, is that I think that Gustav is a sort of, what Wes has created, and it was clear on the page of the screenplay, was a man with all these peccadilloes,
sort of, you know, in an obvious way, a kind of vanity of dress and presentation and perfume, and this was his armour, possibly protective armour, a bit like an actor has a role to protect the world from himself or herself. But actually inside he's a man of profound principle, and when the chips are down, you know, he protects his protégé, and in the end even gives up his life for him. So I liked this seeming, this is a man, and you might think at face value was a little bit precious and vain and superficial, but actually he takes his job very seriously, so seriously that a point of principle about honouring other people and their right to exist and to be, when the chips are down, he sacrifices himself. So I see him as an unlikely hero. Alors, il dit que c'est vrai que souvent on demande à un acteur ce qu'il pense de son personnage. Il n'est pas vraiment sûr, il y a une sorte d'interaction qui se passe naturellement entre le personnage et l'acteur. Il ne sait pas très bien ce qu'il a envie de dire ou de ne pas dire à ce sujet-là, en général. Alors il dit que donc M. Gustave, sur le papier, était un personnage très clairement défini. C'est vrai que c'est un homme qui a plein de péchés, qui est vaniteux, qui est très préoccupé par son apparence physique, le parfum, les cheveux. C'est une sorte d'armure qu'il s'était créée, tout comme l'acteur aussi se crée une armure. Mais à l'intérieur, M. Gustave est quelqu'un qui a des principes très ancrés, très profonds. Et il a un petit protégé, c'est Zero, et il se fait un point d'honneur de le protéger et d'accomplir, si on veut dire, cette mission, tant et si bien qu'à la fin, il va même lui donner sa propre vie, il va sacrifier sa vie pour lui. Alors il dit qu'il aime beaucoup cet homme qui peut paraître superficiel, mais qui, dans sa vanité et son côté très précieux, mais c'est quelqu'un qui a des principes tellement ancrés, tellement profonds. Pour lui, le droit des gens, il tient beaucoup au principe que chacun a droit à la vie et le respect de cette vie, qui va jusqu'au point justement de donner la sienne pour son petit protégé. So Wes, the question for you is, this character of Mr. Gustave, who looks really so old-fashioned, does he represent for you, or is it, vous avez une sorte de Gustave représenter cette montée du barbarisme? Pardon, j'ai déjà perdu le fil. Il incarne quelque chose par rapport à un rempart et un combat à la barbarie, en fait. D'accord. So was Mr. Gustave for you, does it represent this sort of the last obstacle to barbarism? Yeah. Well, I think this brings us to, I think, the Stefan Zweig inspiration. This character is there's a real person who we both know who's one of the inspirations for this character in life, but as much as that person, Stefan Zweig himself, Zweig's work I sort of drew from and stole from for the movie, but Zweig himself, I think, also is sort of represented in this character and in a couple of the other characters, and his memoir, The World of Yesterday, the most I would say the strongest impression that book made on me when I read it was in his description of Vienna and Europe before 1914, and what this world where art was the center of everything and where the morning newspaper contained poetry and philosophical texts, that was the world he grew up in. That was the world everything in his life was about participating in that and participating in the evolution of that world, which in his view ended very suddenly and over the following years descended into total barbarism to the point that he chose not to be a part of it at all. I think that aspect of Zweig is certainly somewhere in the makeup of our Monsieur Gustave, and that I think that might kind of be at least one version of the answer to that question.
Alors, ils nous disent, voilà, ils concluent à la fin que c'est probablement un aspect, une version de la réponse que vous attendez. C'est qu'en fait, Stefan Zweig, dont il s'est inspiré pour ce film, est aussi une inspiration pour ce personnage. Même s'il y a dans la vraie vie une personne dont il s'est inspiré pour écrire l'histoire de cet homme, mais c'est vraiment le personnage de Stefan Zweig lui-même dont il s'est inspiré. Donc lui, c'est surtout dans ses mémoires, quand il raconte la vie à Vienne et en Europe avant 1914, et ce livre a fait une impression très très forte sur Wes Anderson. Il raconte ce monde où l'art était au centre de tout, où dans les journaux du matin vous aviez des textes de philosophie, vous aviez de la poésie. C'était vraiment ce monde qu'il a connu, un monde dont il voulait participer à l'évolution de ce monde et qui va s'interrompre brutalement avec la guerre et la montée de la barbarie. D'ailleurs, il a choisi de ne pas participer à ce monde-là. Donc il pense que c'est vraiment cet aspect, en tout cas cet aspect de Zweig, qui l'a beaucoup inspiré dans la création du personnage de Gustave, et c'est peut-être une réponse qui vous donne, une des possibles réponses. Oui. Ma question, c'est pour Wes Anderson. Le réalisateur Jean-Pierre Jeunet nous dit qu'il a une boîte à idées qu'il sort et qu'il range à volonté. Et comme ces films grouillent d'idées, je me demandais s'il était ce genre de metteur en scène-là, s'il collectait ces idées, comment il les développait en fait. Et la deuxième question, c'est, il fédère tellement d'acteurs autour de lui, est-ce qu'il va être obligé de créer des scénarios avec de plus en plus de personnages pour pouvoir les inviter à nouveau? Est-ce qu'il est obligé d'en avoir toujours obligé d'écrire des scénarios avec de plus en plus de personnages pour les inviter à nouveau? Et votre première question, pardon, mais je vous ai mal entendu, vous dites la première question, Jean-Pierre Jeunet nous dit qu'il a une boîte à idées qu'il sort et qu'il rentre à volonté. Comment lui fait-il pour collecter les siennes? So she was quoting that Jean-Pierre Jeunet, the French director, says that he has like a box full of ideas, that he goes in and picks a few ideas. How do you work with your own? Where do you store them? How does it work for you? And you seem to be using more and more actors in your movies. Do you feel you have to resort to that all the time? Well, I think in answer to the first one, with this movie, in a way I'm sort of I do something similar to Jeunet perhaps, but with a different method. With this movie, once we had a script and I started traveling and sort of collecting ideas. I went to Hungary and Czech Republic and to Austria and all around Germany, and I was sort of gathering ideas and putting them in a new box, and that we used lots and lots of those in our movie, including gathering people as I was traveling who appear in all sorts of different ways in the film. That's maybe the first half. Should I do the second half? Yeah, you can. Okay. In answer to the second half, well, this story, first of all, this story is divided into several different time periods, and each time period has a completely different cast. And unlike, I think, most of the other films I've done, this movie actually has a plot. And so, as a result of that, sometimes there are characters who must appear because that's how, we need them for the story. We're lucky to get together an ensemble like this. This is one of the few movies I've made where the cast that I actually sought out is exactly the cast in the film. With one possible exception. Tilda Swinton's part, originally we had an actual 85-year-old person who was meant to play that, who was unable to do it. But then, in a way, I mean, we couldn't do better than Tilda Swinton. Alors voilà, ce film, en fait, il dit, il a une méthode peut-être un peu similaire, mais différente aussi de Jean-Pierre Jeunet. Une fois qu'il avait le scénario en tête, il s'est mis à voyager pour rassembler justement des nouvelles idées. Il a été en Tchécoslovaquie, en Autriche, en Allemagne, et ce faisant, il a aussi rassemblé de nouvelles idées de personnages. Et là, il a créé une nouvelle boîte à idées, où il y avait ces nouvelles idées et les nouveaux personnages. Donc c'est plutôt comme ça qu'il a travaillé là-dessus. Quant à l'histoire, donc pour la deuxième partie de votre question, elle se divise en plusieurs périodes. Et à chaque période,
à chaque période ses acteurs. En plus, ce qui diffère ici des autres films, c'est qu'il y a une intrigue. Or, pour les besoins de l'intrigue, il faut on crée un peu plus de personnages. Il a eu la chance, en plus, de pouvoir réunir vraiment tous les acteurs qu'il avait eu en tête, tous absolument, à l'exception probablement de Madame D, qui est jouée ici par Tilda Swinton, parce qu'il voulait une actrice qui avait justement 85 ans, mais elle n'a pas pu à la dernière minute, et il rajoute qui mieux que Tilda pouvait jouer ce rôle. Oui. Alors, dans les films de Wes Anderson, il y a une véritable grammaire visuelle, et c'est identifiable directement, qui est due justement à ce souci de la symétrie qui est presque maladif. Je voulais savoir d'une part si ce trait de caractère c'est quelque chose qu'il a depuis longtemps, s'il est du genre à marcher super droit dans la rue ou mettre 1 heure à accrocher un tableau pour qu'il soit droit. Et tout ça a créé en fait un univers où il a fédéré une famille d'acteurs qui revient très souvent, je pense à Jason Schwartzman, à Tilda Swinton, etc. Quels sont des critères pour rentrer dans le monde de Wes Anderson? Alors, he said that in your movie there's a very characteristic visual grammar, a very visual language. This care for detail, for symmetry. He was wondering if in real life you were like that. If it takes you hours to hang a painting on the wall to make sure it's completely right, do you walk completely really straight in the street? Are you like that in your real life? And also, you've also created a world and a family that's always there. With all the actors, Jason, Tilda. What is the criteria to enter your world? In answer to the second half, I think more or less every actor who I work with and actors who I work with again, they're almost all people who I met because I was their fan. They're my favorite actors. So when you're suddenly in the position where when I finished the script, first I sent this to Ralph, but when I then sent it to Jeff Goldblum and Willem Dafoe and Tilda and so on, I had the luxury of being able to just send them an email. There were actors who these are people who I already knew, and they're my favorite actors in the world. So that I feel is just a huge luxury, and I'm happy to work with people over and over again when they're my favorites like that. And in terms of how if you saw my apartment in New York, for instance, it's just beige. You wouldn't recognize it as related to my movies. It's made of plywood. I don't know how you say plywood in French. What is it called? Is it contreplaqué? Plywood, I think. Oui, c'est contreplaqué beige. Yeah, beige. Yeah. We have wood, right? No. Yeah. C'est très simple. C'est très simple. C'est monastique. Oui. Mais un peu monastique. So I would say probably I don't really resemble the impression I might give. Donc la seconde partie de la question, il dit en fait chacun des acteurs avec lesquels il travaille sont des personnes dont lui-même est fan. Ce sont vraiment ses acteurs préférés. Et quand vous êtes dans cette position, il dit c'est presque facile de pouvoir le faire. Une fois que, par exemple là pour ce film, le scénario avait été écrit, il était prêt, il l'a envoyé d'abord à Ralph et après à Jason, à Willem Dafoe, à Tilda. Et il dit que c'est du luxe. Il sait qu'il est chanceux, il sait que c'est un grand luxe il lui faut juste envoyer un email et puis il a la réponse. Et il aime travailler et retravailler avec des gens qui sont ses fans, qui sont vraiment ses acteurs préférés. Mais donc, comme il vous dit, si vous allez voir son appartement à New York, il est complètement belge, je ne sais pas du tout toutes les couleurs et le côté flamboyant qu'on voit dans les films ni dans ses personnages, que c'est vraiment du contreplaqué, que ça ne ressemble pas du tout. En fait, il ne ressemble pas à l'impression qu'il donne de lui. That's true. It's true. I mean, I say my New York apartment. Yeah, is like I that. heard I have another one. New York, voilà. Il dit bien à New York, le reste on ne sait The pas. one in Paris is a little more colorful. Ah, So. ok, voilà, donc à Paris il y a plus de couleurs. Oui. Bonjour. Alors c'était pour parler de l'histoire en fait du film. J'ai l'impression qu'elle s'est construite comme une partition de jazz avec 3 temps, avec des décélérations
décélérations, des accélérations, une composition des personnages qui figurent, même les notes. Donc je voulais savoir si c'était seulement une impression, ou si c'était vraiment un travail, une volonté de la part de Wes Anderson de traduire une partition jazzy comme scénario. So she has the impression that the story has been composed like you would compose music, a piece of jazz, you know, with three different tempos. So is it an impression she has, or is it truth? Well, it's interesting because when I started writing the story, I had this idea it was related to Zweig, and I thought it was going to be a very slow, gently paced story, and it started out that way. The part with Jude Law and F. Murray Abraham and Jason Schwartzman, it is like that. I hadn't really anticipated that the rhythm would change very suddenly. When Rafe enters, it's a completely different kind of pace and atmosphere, I think. And in a way, I think you could say relate it to, I mean, I like the idea of it relating to jazz, and it makes sense to me, because it happened spontaneously, really. It happened just automatically. Alors en fait, il dit que quand il a commencé à écrire, donc il pensait à Stefan Zweig, et dans sa tête c'était un rythme lent, un rythme assez doux. D'ailleurs dans la partie au début, quand on voit Jude Law, on est encore dans ce rythme-là. Et puis il n'avait même pas anticipé le changement de rythme avec l'arrivée de Rafe et de l'histoire. L'atmosphère va changer. Mais il dit qu'il aime beaucoup cette idée justement de cette impression d'une partition jazzy, parce qu'il y a l'aspect de la spontanéité du jazz. Une autre question? Oui. Vous mêlez différentes cultures dans le film. Il y a de l'américain, du slave, du britannique, du français. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière un petit peu ce melting pot, une attirance pour ces cultures. Voilà. You seem to mix lots of different cultures in the movie. You have the East European, you have the American, the British, the French. What draws you to that? Well, yes, this one is a real mélange, and we had a stack of DVDs in the hotel where we lived in the city of Görlitz, and they were a mixture of all different sorts of movies. There were a lot of movies from the 30s, like I mentioned, like Lubitsch and Ruben Mamoulian and Frank Borzage. But we also had Ophuls and Renoir and Bergman. The Silence was one of them. Now, why? I don't know. All the movies that we had, they came from all over the place, but they all somehow had some specific relationship with our story. So I think that might just be one of those things of. First, that we're trying to. The movie was meant to be in the first place about Europe in some way or other, and then also I'm interested in artists and from all of those areas. I'm interested in those cultures. So at some point, the movie is partly just what I'm interested in terms of the script and so on. Alors, il dit en fait que quand ils étaient dans ce moment du tournage à l'hôtel, ils avaient un tas de DVD avec eux qui venaient de toutes sortes de différentes provenances. Il y avait beaucoup de films des années 30, comme il avait dit, de Lubitsch, de Mamoulian, de Frank, non, ça j'ai pas retenu le nom, d'Ophuls, de Renoir, de Bergman, Le Silence. Il ne sait pas très bien, il pense que tous ces films qu'ils ont vus ont une relation. Il y a une relation à l'histoire même du film. Le film parle de l'Europe de l'Est, et voilà, il pense qu'il y a une relation de ça. De toute façon, tous ces artistes et toutes ces cultures l'intéressent, et le film, au niveau du scénario, en tout cas, quand il écrit son film, reflète bien sûr les intérêts. Ses intérêts, ce qui l'intéresse et ce qui l'attire. Ça répond à votre question? Ouais. Une dernière question peut-être, oui? Oui, alors moi je me demandais en voyant votre film s'il ne parlait pas autant de l'Europe et de ce qui a été évoqué ici, de la montée de la barbarie et de l'attitude face à ça, que presque un petit peu du cinéma pré-Code Hayes et de comment il s'est comporté, de quoi est-ce qu'il parlait, quels étaient ses thèmes et comment à un moment il a été tout simplement éradiqué quasiment.
Pardon, j'ai pas compris, il faut répéter là. Vous appelez le cinéma quoi, pardon? Le cinéma qu'on appelle chez nous le pré-code, c'est-à-dire Oui. avant le code Ah, Hayes, le pré, d'accord. et Oui. qui était un cinéma qui figurait souvent de grandes fêtes, de grandes orgies, c'est un grand mot, mais qui était voilà, un cinéma avant que le code Hayes arrive et tout simplement ne censure beaucoup de propos, beaucoup de scènes ou de types de personnages. Je me demandais si son film ne parlait pas aussi de ça. De ça, d'accord. So, yeah, you said that your movie talk about Europe and the rise of barbarians, etc. But he was wondering if you also wanted to talk about the pre-code area, where you could have big parties in movies. Is it also about that? Well, I know the pre-code. The interesting thing is about that is the pre-code movies. Well, I always sort of knew of them more than I knew those movies. And there are a few pre-code movies that are very popular and kind of classic movies that we all know, and we don't necessarily think of them as pre-code. Like, Public Enemy is a pre-code, Public Enemy. But only in the last 6 months, let's say, after we'd finished making this movie, I became more interested in the pre-code movies. And we'd watched some of these Lubitsch movies, especially the Lubitsch musicals, are pre-code. But lately I've seen the William Wellman movies. There's many of these Wellman pre-code movies, like Other Men's Women and Safe in Hell, and actually just he was making 4 or 5 movies a year. Also movies like Sadie McKee, the Barbara Stanwyck and Joan Crawford movies, all these movies. Lately, that's all we've been watching. We've been watching one after another of these, and there's a whole body of work that's very. Now I understand what they mean when people describe pre-code, because it's very different kind of filmmaking. It's much more. It's very precise. It feels closer to silent cinema in the visuals sometimes, and often there are montages and things that are, there are action scenes that are really made like a silent film. They have that kind of detail. Some things that sort of started to ebb away a bit later, but they are also anarchic, and they're very funny, and they're 3 on a match. There's the 3 on a match has scenes that you just can't believe. The end of this movie, when they discover this woman, and Humphrey Bogart realizes that she's sniffing some drugs, cocaine or heroin, whatever she's sniffing. She throws herself out the window. It's extremely violent and extremely racy in a way that feels real, and it has real electricity. But I didn't see them until just recently. Alors en fait, il dit oui que tous ces films, tous ces de films, il en avait connaissance, mais il ne les connaissait pas. Il ne les avait pas vus. Certains sont des classiques et on ne pense pas à ces films comme faisant partie donc, de ce groupe, comme par exemple Public Enemy. Et il dit en fait c'est les derniers 6 mois après avoir terminé le tournage qu'il s'y est intéressé. Il y a d'ailleurs les comédies musicales de Lubitsch sont des films pré-code. Il y a celui de William Wellman, où il y a d'autres, c'est Safe in Hell. Et lui, William Wellman faisait 4 à 5 films par an. Les films avec John Crawford le sont souvent. Donc il y a toute une œuvre comme ça qu'il commence à comprendre aujourd'hui, qu'il a commencé à voir, mais bien après avoir terminé son film. Et ces films sont faits un peu presque comme des films muets, dans le souci du détail, dans le montage. Il y a aussi énormément d'anarchie, c'est très anarchique, c'est très drôle. Et il a cité un exemple, un film, mais c'est Three on the Hatch, il parle de Bogart quand il découvre cette femme, il comprend qu'elle sniffe de la coke, ou une drogue en tout cas, elle finit par se jeter par la fenêtre. C'est un film extrêmement violent, extrêmement électrique, mais bon, il dit que ça n'a pas été vraiment une influence pour lui dans la fabrication de ce film et dans l'écriture de ce film. The other one I just mentioned is the actress who I never really knew, who I'd heard of but knew nothing about until starting to watch these pre-code movies, because all her best films during this period really is Joan Blondell, who's become like one of my absolute favorites, who I really knew nothing about. Voilà, donc il a cité Joan Blondell, dont il ne connaissait rien d'elle, et maintenant il est un fan absolu de cette actrice, après avoir vu donc tous ses films. Voilà.
vous avez une dernière question, vous la posez pour... Une dernière, on attend? Très rapidement. Mathilde avait une question. Ah, pardon. Bonjour, Oui, oui, bonjour. c'est une question pour Ralph. Je voulais savoir quel avait été le premier film de Wes Anderson qu'il avait vu, quel avait été son sentiment à ce moment-là sur l'univers cinématographique de Wes Anderson, et comment avait évolué ce sentiment après avoir joué dans un film de Wes Anderson. So, Ralph, what was the first movie you saw of Wes Anderson? How did you feel about it, and how did this feeling change after having worked with him? Royal Tenenbaums was my first Wes Anderson film, which I loved. I mean, what I loved was actually I think there's a sort of, it has great humour, but what I connected with was the sort of the pain of this dysfunctional family, and so I think it's very, I mean, comedy works best, I think, when it's about something very serious. And I think, you know, who we are as people is how we're defined by our families. So I think that film really is sort of pressed all kinds of buttons about families brilliantly. And I sense in all these films of Wes's there's this sort of human pain underneath this, what we call it a comedic style, but I think I feel, and I felt this very strongly on my first reading of this script, coming to the end, it was very moving. It was there are sentiments expressed in this which are quite serious, in fact. So I think those are the things that they were the sort of footholds. Because why I delighted in being happily challenged in this great role, this sort of, you know, which demands a certain sort of physical joie de vivre and flamboyance, and I was going to say, is there such a thing as esprit de vitesse or something like that? But underneath it all, there's a real issue, and my favourite scene in this is the one where Gustav is upset that Zero has failed to find a safe house, failed to bring the disguises, failed to bring the perfume. And when Zero says to him, he says, "We should go back to where you come from, wherever it is." Where is it? And then Zero starts to tell him his story, which is a story. Actually, it's today's story. Of course, it's the story of the 20th century, but it's real today. And so, for me, it's a brilliant thing that Wes does. Is there's this comedic structure at the centre of which is something very real, and then you see Gustav's own humiliation at his sort of superficial vanity and his, you know, I always love that scene. I think it's one of my favourite scenes. So that's what I've identified, and I see it in Darjeeling as too, a family unrooted and the mother away, and I feel that these themes anchor the films beautifully. Alors, le premier film que Ralph a vu, c'était La famille Tannenbaum, et il a beaucoup aimé ce film, et en fait, ce qui l'a beaucoup touché dans ce film, c'est la douleur. C'est la douleur de cette famille, cette rupture de famille. Et il pense que les meilleures comédies sont toujours les comédies qui se basent sur une question, sur un sujet très sérieux. Et chez Wes, la famille est au centre de tous ces films, et Wes, il nous dit, Wes s'est appuyé là où ça fait mal. Et Wes parle de la douleur humaine. Il pense le sujet est vraiment toujours dans ces comédies. Et dans ce scénario, le film, qu'il trouve extrêmement touchant et extrêmement émouvant, dans ce rôle dans lequel il a pris énormément de plaisir, qui était un défi pour lui, que ce soit physique et même dans la façon d'être, toujours flamboyant, toujours dans la joie, dans cet esprit de vitesse qu'on en parlait avant. Gustave, il y a un moment, son moment favori dans le film, c'est quand, face à Zero qui n'a pas trouvé le coffre, qui n'avait pas trouvé les déguisements, donc il avait tout raté, et là Gustave s'énerve et lui dit, tu ferais mieux de rentrer de là où tu viens, d'ailleurs je ne sais même pas d'où tu viens, et là Zero lui raconte son histoire, qui est une histoire émouvante, qui est une histoire du XXe siècle, et c'est là où il trouve que ouais, c'est absolument génial, parce qu'il y a comme ça cette grande fresque, et c'est une histoire vraiment d'aujourd'hui. Et ce moment-là, qui pour moi est un moment brillant, c'est dans cette structure même de la comédie, Gustave se sent complètement humilié face à son ignorance et la manière dont il rejette
ce garçon qui a une histoire véritablement tragique. Et de la même manière, il nous dit que même dans Darjeeling, la famille est aussi au centre de tout. Donc je pense que c'est voilà ce qu'il a attiré et c'est ce qu'il aime. I'm extrapolating, saying this is what draws you to what you like in Wes Anderson's movie. Voilà, merci beaucoup. Thank you so much. Thank you.